Puis la science avance, ce que je fais aujourd'hui, quand je regarde mes bilans cliniques d'il y a ne serait-ce que 3 ans, ils sont complètement différents. Donc quand on a quelque chose à vendre dans une capsulite, j'ai envie de dire, s'il y a des patients qui écoutent ce podcast, fuyez, parce qu'en fait, c'est pas la réalité. Moi, je veux aller mieux dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Dans une capsulite, c'est pas possible. Mais les attentes, c'est vraiment un marqueur puissant. Et en fait, je crois qu'on s'est trompé, on a voulu confondre un peu la quantité et la qualité, quoi. Et il y a de plus en plus, au contraire, de papiers qui montrent que la quantité d'exercice n'est pas corrélée à l'efficacité, la quantité de consultation n'est pas corrélée à l'efficacité. Le fait de voir 3 fois par semaine son patient n'est absolument pas plus efficace que de le voir au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, quoi. Mais tu vois, ma philosophie au cabinet, c'est le patient vient me voir, j'ai mal à l'épaule, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Et c'est pas qu'est-ce que vous allez pouvoir me faire sur moi pour que j'aille mieux, qu'est-ce que je peux venir faire au cabinet pour aller mieux. C'est une patiente qui avait un parcours de soins atypique et en fait ça a fini en prothèse d'épaule inversée à 42 ans. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Germain Delos, que vous connaissez peut-être sous le nom de Je vous épaule sur Instagram, qui est un kinésithérapeute spécialisé dans l'épaule. Alors aujourd'hui, c'est très simple, ça va parler d'épaule forcément, de capsulite rétractile et des zones d'ombre qui l'entourent, mais également de téléconsulting, donc la prise en charge distancielle en kiné. Est-ce possible? Si oui, avec quelles limites? Mais c'est pas tout, on va également parler des croyances des patients, notamment quand elles sont opposées aux nôtres, comment gérer ça dans notre quotidien en tant que kiné dans nos cabinets et bien d'autres choses encore. Allez, bon épisode. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo, et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go. Hey, salut, petit message vite fait simplement pour t'informer que tu es en train d'écouter la deuxième partie d'un épisode de podcast qui a en fait duré plus de 2 heures ou 1 heure et demie, ça dépend un petit peu des épisodes. Et pour trouver la première partie, on t'invite à simplement remonter un petit peu dans le flux des épisodes et tu la trouveras très facilement. Donc voilà, pour pas que tu te demandes où est-ce que tu es tombé, parce que forcément cet épisode, ou en tout cas cette deuxième partie, commence un petit peu de but en blanc, vu que c'est la continuité de la première partie. Allez, bon épisode. Ouais, pour revenir d'ailleurs au nombre d'exercices prescrits, avant, je prescrivais énormément d'exercices à mes patients, 4, 5, 6. Chaque fois, j'en ajoutais, je me disais, au plus j'en prescris, au mieux c'est, et au plus le patient ira mieux rapidement. Mais au final, je me rends compte en discutant avec des collègues, en voyant un petit peu d'autres pratiques et d'autres façons de penser, et en expérimentant ça moi-même, que le nombre d'exercices n'est absolument pas garant de l'efficacité de notre prise en charge, et qu'au final, on peut arriver à des très bons résultats en donnant un nombre d'exercices vraiment minimal, donc 1, 2, 3 exercices max, et pas commencer à submerger le patient de plein d'exercices. Alors évidemment, ça dépend des profils, il y en a qui seront plus demandeurs que d'autres, mais voilà, ça rejoint ce que disait d'ailleurs même Blaise Dubois, qui est passé ici dans le podcast Entendons il y a quelques semaines, qui lui disait, lui il prescrit un exercice et basta, et voilà, il vaut mieux un exercice bien fait que 10 mal faits. Ouais. Nous c'est encore plus, on est encore un peu plus sectaire parce que nous, c'est dans 90% de nos patients, c'est un exercice. Un exercice sur un tableau clinique bien spécifique. Mais tu vois, si on a des douleurs de coiffe, remettre de la contrainte sur la coiffe, un seul exercice, ça suffit. Si tu as de la raideur, tu vas travailler une mobilité. Un exercice suffit pour retrouver de cette mobilité-là. Il y a seulement sur le tableau d'une épaule instable où là on peut commencer à multiplier quelques exercices un peu différents parce que le tableau clinique nécessite ce genre de choses-là. Et en fait, je crois qu'on s'est trompé, on a voulu confondre un peu la quantité et la qualité, quoi. On dit souvent, moi j'aime bien dire, soit tu vas manger à Flunch. À Flunch en France, c'est une espèce de gros buffet où tu peux prendre un peu de tout. Ou soit tu te dis, tiens, je vais essayer de prendre un truc, un bon truc, le bien le faire avec un bon dosage et surtout avoir la capacité d'auto-évaluer l'efficacité de ce que tu mets en place. C'est-à-dire que moi, un patient qui fait de la coiffe, au bout de 6 semaines, s'il l'a bien fait, si ça ne marche pas, c'est pas un échec, c'est un diagnostic différentiel. Si ton patient il commence à faire, je ne sais pas, des mouvements répétés au niveau du rage cervical, qu'il les fait bien et que ça ne marche pas, ok, on passe à un autre traitement. Quand on commence à faire beaucoup de choses en même temps, ça se trouve que tu fais des choses qui aident ton patient et qui s'annulent derrière parce qu'il fait un truc qui l'aggrave. Et si ça l'aggrave, tu sais pas qu'est-ce qui l'a aggravé. Et puis si ton patient, tu lui proposes 5 exercices et qu'il va mieux, tu sais même pas quel exercice tu dois performer ou surperformer pour l'aider davantage. Donc
Je prends toujours des métaphores, par exemple, au médecin. Quand tu vas chez le médecin, il va pas te donner tous les antibiotiques qui existent pour se rassurer soi-même. Il va te dire, bah, je te donne un type d'antibiotique, et puis tu le prends bien. Pareil, tu le prends bien, tu viens pas me revoir en disant c'est toujours pareil, mais j'ai pas pris l'antibiotique, donc tu le prends bien, donc tu fais bien ton exercice. Et puis si ça marche pas, bah, on va commencer à réfléchir à une autre proposition d'exercice. Donc, en tout cas, au niveau littérature, il n'y a aucun papier qui a quantifié le fait de plus on mettait d'exercices, plus c'était efficace. Et il y a de plus en plus, au contraire, de papiers qui montrent que la quantité d'exercices n'est pas corrélée à l'efficacité, la quantité de consultation n'est pas corrélée à l'efficacité. Le fait de voir 3 fois par semaine son patient n'est absolument pas plus efficace que de le voir au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, quoi. Ouais, d'ailleurs, en parlant de fréquence des séances, et cetera, j'aimerais qu'on discute un petit peu aussi d'un aspect de ta pratique qui se répand d'ailleurs de plus en plus, hein, qui est le distanciel. Donc, si je dis pas de bêtises, tu fais des consultations aussi en visio, donc de la kiné à distance au final. Et j'aurais souhaité savoir un petit peu quels étaient pour toi les avantages et les inconvénients, de ce type de prise en charge qui, je pense, on en aurait parlé il y a 10-15 ans, ça aurait été décrié de fou parce que simplement la kiné en distanciel, c'était inimaginable. Alors que maintenant, ça se démocratise beaucoup plus, notamment, je pense, depuis le Covid. Donc voilà. Est-ce que toi, tu pourrais un petit peu nous dire voilà, quels avantages et quelles limites tu trouves à cette nouvelle pratique au final? Ouais, ouais, ouais. Distanciel, ça fait 2 ans que je fais ça. J'en ai encore eu un hier ou avant-hier. Maintenant, c'est même des kinés qui viennent avec leurs patients, dans lequel ils sont un peu peut-être limités. Euh, L'avantage, c'est quoi? C'est que en fait, ton patient est déjà dans une attente proactive. C'est-à-dire, en fait, le patient en distanciel, c'est ce qu'on a amené, nous, au cabinet en présentiel. En gros, c'est le patient qui te consulte pour savoir ce qu'il doit faire pour aller mieux. Et c'est pas je viens te voir au cabinet pour faire des choses pour aller mieux. Je te parle du monde supérieur. Peut-être que le monde inférieur, c'est un peu différent. Mais tu vois, ma philosophie au cabinet, c'est le patient vient me voir, j'ai mal à l'épaule, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Et c'est pas qu'est-ce que vous allez pouvoir me faire sur moi pour que j'aille mieux, qu'est-ce que je peux venir faire au cabinet pour aller mieux. Donc là, c'est deux choses qui sont différentes et c'est important la posture parce que la posture dans laquelle tu vas te mettre, eh ben, ça va autonomiser ton patient ou pas. Si tu prends des exercices dans lesquels ça nécessite du matériel bien spécifique, je sais pas, un TRX ou autre, bah, ça va être compliqué d'autonomiser ton patient. Donc, moi, ma stratégie, c'est à chaque fois que je propose un plan de traitement, c'est ultra facile à ce que le patient puisse le faire. Il doit être justement en capacité de le faire. Donc ça, on peut facilement le retranscrire en distanciel en se disant, bah, le traitement que je vais vous mettre en place, et bah, c'est tout à fait faisable à la maison avec des bouteilles d'eau, haltères, élastiques, bâtons, mobilité, enfin bref, des choses plutôt simples. Donc ça marche bien en distanciel. Le patient a des attentes positives vis-à-vis de ça. Parce que tout à l'heure, on parlait de massage ou autre, il ne peut pas accéder à ça, donc il n'a pas d'attente, comment dirais-je, par rapport à ça. Le dernier point, c'est un peu les effets compliqués, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout bilanter en distanciel. Faire un bilan neuro, c'est compliqué, de la mécanosensibilité, c'est compliqué. Donc on a des freins par rapport à ça. Par contre, on peut bilanter une coiffe, on peut bilanter une instabilité, on peut bilanter une acromioclaviculaire, on peut commencer à bilanter un rachis cervical, on peut bilanter les croyances, on peut bilanter les attentes, on peut bilanter les facteurs psychosociaux. Donc, il y a quand même un panel de choses qu'on peut mettre en place. Et en fait, le suivi se fait à peu près comme au cabinet, c'est-à-dire que on met un traitement en place et puis on refait un point, quinzaine de jours, 3 semaines après, et on voit comment s'améliore le patient ou non sur nos marqueurs fonctionnels. Donc c'est des patients qui soit viennent nous voir entre guillemets avec l'étiquette de spécialiste, soit c'est des kinés qui nous ont adressé leurs patients, ou soit c'est des patients qui sont tout simplement dans des déserts médicaux. En fait, ils ont mal à une articulation, ils sont là et qu'est-ce que je peux faire? Donc ils vont taper sur des plateformes de réservation en ligne, tiens, kiné, spécialiste de l'épaule, visio, et puis ils tombent sur des comptes sur moi, Oasis ou autres d'ailleurs, parce que il y en a de plus en plus qui s'y mettent, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que euh, ça se faisait plutôt facilement. Et enfin, le dernier point, c'est par rapport à la science. C'est toujours intéressant parce que moi, je suis pas là pour dire ce que je fais, c'est magique, il faut faire comme moi. C'est qu'est-ce que la science nous dit? Et il y a des papiers qui sont sortis qui montrent que faire une seule consultation d'éducation, de conseils, de rassurance, de diagnostic et de prescription d'exercice, c'est au moins autant efficace que faire un suivi
sur plusieurs semaines en présentiel. Donc il y a beaucoup de papiers qui sortent là actuellement sur la téléconsultation. Et les dernières données montrent que c'est quasiment autant efficace que du présentiel. Donc ça te permet de dire que tu as peut-être d'autres moyens à mettre en place que simplement voir ton patient 3 fois la semaine dans ton box, quoi. Ouais, d'ailleurs, je suis content que tu réabordes un petit peu cette question de fréquence des séances, parce que personnellement, j'ai été longtemps convaincu qu'au plus je voyais mon patient, en tout cas en séance présentielle, au plus c'était utile pour lui et au mieux il allait aller et au plus vite il allait aller mieux. Et au final, force est de constater que avec le temps, je me rends compte que c'est pas du tout ça le facteur clé pour une prise en charge réussie au final. Et donc, même, je dirais même, parfois, il y a des patients qui viennent en consultation et ils me disent: «Ah, mais moi, ça va». Enfin, je leur demande comment ça va. Ils disent: «Ah oui, ça va très bien depuis la dernière fois. Les exercices, ça va». Et je les regarde et je me dis: «Mais en fait, à quoi je vais servir aujourd'hui?» Parce que en fait, ils vont bien. Les exercices que je leur ai donnés leur conviennent. Donc en fait, il y a plus qu'à continuer comme ça, augmenter progressivement la charge et puis basta. Mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de venir en cabinet pour ça? S'ils sont équipés et autonomisés de leur côté, la question reste en suspens, mais je pense pas. Et donc c'est vraiment quelque chose, je trouve, avec lequel il faut apprendre à jouer. Et il y a parfois où je me dis: «Mais en fait, ces patients-là, je pourrais très bien les voir du coup en distanciel. Il y a pas besoin qu'ils se déplacent jusqu'au cabinet juste pour, me faire un sourire». Donc voilà. Ah, ouais, après, moi, je suis un peu. Moi, si un patient vient me voir, on lui a mis une prescription, il vient me voir en disant ça va beaucoup mieux, ça marche bien, ok. Moi, le patient, il reste 5 minutes en consultation. Parce qu'en fait, s'il va mieux, cognitivement, je vois pas l'intérêt de le garder une demi-heure à faire des choses qu'il fait déjà, s'il me dit qu'il va mieux, hein. Par contre, si un patient me dit c'est pas mieux, voire c'est pire, bah là, j'avais peut-être prévu 20-25 minutes avec lui. Bah là, j'ai peut-être débordé parce que je dois de nouveau le rebilanter. Donc, moi, je suis assez clair avec ça. Un patient qui va bien, ça dure 5-10 minutes. On regarde, on revoit les exercices ensemble, on l'encourage. Et puis là, soit je lui dis, bah écoutez, c'est vous qui me rappelez si vous sentez que c'est nécessaire, ou bien on se dit, vous m'envoyez un petit SMS, un mail, ou bien vous me dites, bah, on se fait une visio. Mais encore une fois, tu vois, une visio, si c'est juste pour te dire qu'il va bien, bon, est-ce qu'il y a de la pertinence, tu vois, par rapport à ça? Et du coup, je rebondis juste là-dessus, c'est sur le temps, tu vois, de consultation. Est-ce qu'on doit garder notre patient une demi-heure, 45 minutes? Moi, mon patient, je le prends 1 heure. En fait, moi, je dis toujours, il faut garder le temps nécessaire à ton patient. Tu as des patients, en 10 minutes, si tu estimes que c'est fini, bah c'est fini. Des patients, si tu sens qu'il y a besoin de plus parce que ils ont besoin de parler, ils ont besoin de raconter des événements qu'ils ont eus, bah là, des fois, ça peut durer 40-45 minutes. Donc, le temps un peu strict en disant, moi, c'est 20 minutes, pas plus, pas moins, bah, en fait, c'est pas forcément centré sur le patient. Donc, un patient qui va bien, dont on voudra jamais, normalement, de le garder que 10 minutes parce qu'en fait, il va bien et au final, un patient qui va bien, il va pas aller consulter 3 fois la semaine son médecin traitant pour lui dire que ça va bien, quoi. Donc, moi, c'est un peu ma manière de faire, quoi. Ouais, non, en vrai, je suis hyper en accord avec ce que tu dis. Je pense de la même façon que toi. Je pense que si le job est fait, ben, il faut pas faire durer la séance pour la faire durer. Mais il y a quand même ce truc où, ben, ici en tout cas, dans ma pratique, ben, je demande des honoraires et le patient n'est pas totalement remboursé dessus. Donc, c'est quand même des séances qui sont en déconventionné. Et donc, il y a ce truc, c'est peut-être un peu bête, mais où je me dis, le patient vient. Si je lui dis, OK, après 10 minutes, ciao, et que je lui demande des honoraires, est-ce qu'il va pas se dire, ah ouais, punaise, le mec, il se met bien, il me demande X euros, et après, en 10 minutes, c'est classé. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que c'est un point de vue, mais du coup, j'ai toujours parfois un malaise à me dire qu'après 10 minutes, je pourrais dire au patient, allez, ciao. Il y a cette pression de vouloir quand même, on va dire, remplir le temps pour que le patient en ait pour son argent, même si au final, le fait qu'il aille mieux, c'est déjà normalement le facteur essentiel pour justifier le fait qu'il en a pour son argent. Mais bon, je pense que tu vois ce que je veux dire. Ouais, alors après, je pense on a des facteurs limitants, nous, dans notre profession. Je veux dire, moi, je fais des dépassements d'honoraires. Si mon patient, j'estime qu'il va bien et qu'il me l'a verbalisé, c'est pas moi qui dis qu'il va bien, c'est le patient, il te dit, ouais, je suis content, là, je venais hier soir, j'ai repris l'escalade, ça se passe bien. Et bah, si ça se passe bien, autant mieux. Si ça se passe bien, c'est peut-être parce que vous avez eu mon expertise et qu'on a réussi ensemble à mettre un traitement qui semble le plus cohérent. Donc, tout
tout ça, ça doit se payer. Et moi, j'ai pas envie de tomber dans le truc où si le patient paye de sa poche, ça doit durer plus longtemps. Moi, j'ai envie de te dire, si vous payez de votre poche, j'essaie de mettre tous les moyens qui sont à ma disposition, mes connaissances, mes formations, pour essayer de vous aider le plus possible. Est-ce que si ça va mieux, c'est peut-être pour ça que si ton patient, euh, après une consultation, il te dit que ça va mieux, et ben à ce moment-là, tu te dis, bah, je vais peut-être pas vous revoir tout de suite. On va se laisser du temps. Et si ça va vachement mieux, on va peut-être pas se revoir et vous me remettez un petit texto. Si vous estimez qu'il y a besoin qu'on se revoie, toi, tu peux essayer de négocier comme ça. Mais je pense qu'on a beaucoup de crainte avec l'argent en se disant, si le patient paye, on doit lui donner ça. En fait, ce que tu lui as donné, c'est déjà toutes tes compétences. Et s'il va mieux, bah, tu lui as déjà donné satisfaction, comment dirais-je, par rapport à ça. Donc, ce qu'on dit là, quand on va chez le chirurgien, c'est rare les consultations de 45 minutes chez un chirurgien. Donc, pour autant, sa rémunération, elle vient pas différer s'il te garde 5 minutes ou 10 minutes ou 1 heure. Donc, moi, je dis à mon patient, si j'ai besoin de vous garder longtemps parce que c'est nécessaire, je le fais. Si ça va pas et qu'il faut rebilanter, je le fais. S'il faut que je mette à votre disposition mon réseau de d'autres profils de santé, je le fais. Je fais des courriers de transmission après chaque fin de consultation, de traitement, ça, je le fais. Je mets tout en place. Après, bah, ça, forcément, c'est des fois un prix un peu plus élevé, en tout cas différent. Donc moi, je vois les choses à peu près comme ça, quoi. Ouais, non, clairement, je comprends. Et comme je l'ai déjà dit, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que il faut pas broder le temps dans la séance. Broder pour broder, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Surtout si, comme tu le dis, bah, tu fais le job à côté. Tu envoies des courriers au médecin, tu fais un bilan carré, tu réorientes si besoin. Au final, c'est là on va dire, notre objectif en tant que thérapeute. Et déjà, si on fait tout ça correctement, je pense qu'on doit avoir aucun scrupule mais voilà, à faire le temps de séance qu'il est vraiment nécessaire d'accorder au patient et pas plus. Mais je voulais voir aussi avec toi, au niveau de la téléconsultation, est-ce qu'il y a des pathologies que tu ne prendrais pas en charge d'office en distanciel? Est-ce qu'il y a des pathologies qui arrivent pas dans ton cabinet du coup, mais en distanciel, en visio, et tu dis, OK, ça non, je ne prends pas. Si on exclut vraiment les red flags, qui évidemment nécessitent une réorientation, mais si au niveau des pathologies de l'épaule, est-ce qu'il y en a où tu dirais non, ça en distanciel, c'est pas possible de prendre en charge? En fait, avec l'expérience que j'ai maintenant, même si j'arrive pas à poser un diagnostic évident, j'arrive quand même à poser une classification. C'est-à-dire le patient, je le mets dans un groupe de tableaux cliniques par rapport à son interrogatoire, par rapport à ce qu'il va me dire, par rapport avec ses symptômes qui vont avec. Et du coup, des fois, je dis à mes patients, ce que vous m'évoquez, ce que vous me dites, les symptômes que vous avez me font penser à ce type de douleur d'épaule. Et du coup, ce que je vais vous proposer, c'est le traitement qui va avec. Et ce que je dis après avec mes patients, c'est qu'on essaye ce traitement-là. On essaye. Donc, quand je dis on essaye le traitement, c'est on laisse le temps au traitement que ça puisse marcher ou pas. C'est pas je te revois dans 2 jours et voir si ça va mieux. C'est bah, on se laisse 15 jours, 3 semaines, des fois un mois. Et si on estime que le traitement n'a pas répondu à la problématique, à ce moment-là, soit le patient est pas trop loin et il vient en présentiel, ce qui m'est déjà arrivé, ou bien j'essaie de trouver un confrère qui est à côté de ce patient-là pour qu'il puisse justement faire ce bilan neuro, aller faire ces tests de mécanosensibilité. Mais normalement, on peut quand même aider le patient malgré le fait de ne pas être sûr et certain de poser un diagnostic vraiment très spécifique. Et puis des fois, bah, si tu as d'autres symptômes qui t'alertent, hein, des red flags ou des drapeaux rouges, donc c'est des signes et symptômes qui vont venir augmenter un peu ton seuil de vigilance en disant ça c'est bizarre, c'est pas cohérent, bah tu rediriges tout simplement chez ton médecin, chez le médecin traitant pour avoir une expertise ou avoir des examens complémentaires, quoi. OK, donc ici, il y a apparemment 2 pathologies d'épaule, d'emblée en tout cas, qui sont, impensables de prendre en charge en distanciel, quoi. Donc, c'est toujours bon à savoir et c'est intéressant que tu nous expliques un petit peu, ce système de classification dont tu nous as parlé, que je trouve assez bien fait d'ailleurs. Mais alors, ici, j'aimerais bien basculer dans une autre thématique, une thématique qui fait encore grand bruit de nos jours, c'est la procédure de modification des symptômes. Donc ça a été introduit, tu me dis si je me trompe, par Jeremy Lewis en 2015. Enfin oui, je pense que c'est lui qui l'a inventé, qui l'a mis en place. En gros, modulation de symptômes, c'est quoi pour ceux ou celles qui nous écoutent? C'est le patient a mal à l'épaule,
il fait un mouvement, je sais pas, il a mal quand il lève le bras, et ben, on va mettre en place des manœuvres. Ça peut être par exemple, serrer le poing, ça peut être, échauffer la coiffe en rotation externe, ça peut être, aider le mouvement de la scapula. Bref, plein de choses sont possibles, il y en a des dizaines qui sont décrites et en fait, c'est vraiment du test-retest. Donc on fait le mouvement douloureux, on met en place une modification de symptômes, enfin en tout cas une technique pour essayer de moduler les symptômes et on reteste le mouvement douloureux. Est-ce qu'il y a une douleur ou pas? Est-ce que la douleur est majorée ou non? Et en fonction de ça, eh ben, la modulation de symptômes est concluante ou non. Donc ça, c'est l'idée. Est-ce que toi, tu trouves que c'est plutôt surcoté, sous-coté ou normalement coté de nos jours en kiné? Parce que c'est quelque chose dont on parle énormément et qui est très, on va dire, trendy dans, dans les ouais, même sur les réseaux sociaux, on en voit énormément. Donc voilà, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Euh, Moi, j'en pense que par rapport au kiné que je vois et que je forme, euh, c'est un peu surcoté. Et généralement, on sait quoi faire, on sait moduler les symptômes, mais on ne sait pas quoi faire après. Comment ça fait, comment on fait pour que ça tienne dans le temps ou autre. Donc, avant de parler de modulation de symptômes, c'est euh, dans quel cadre je peux moduler les symptômes. Il y a tout plein de tableaux cliniques dans l'épaule dans lesquels on ne peut pas moduler les symptômes et du coup, ça sert strictement à rien de s'aventurer dans de la modulation de symptômes. Par exemple, une épaule instable, tu ne peux pas la stabiliser en 2 secondes. Donc, comme tu sais bien, la modulation de symptômes, c'est j'ai un symptôme, je sais pas, j'ai le bras, j'ai mal, je fais quelque chose, et tout de suite après, ça va mieux. Soit j'ai plus d'amplitude ou moins de douleur. Une capsulite en phase chaude, tu peux pas la moduler. Une rupture de coiffe massive, tu peux pas la moduler. Donc il y a quand même beaucoup de tableaux cliniques dans l'épaule, et j'ai envie de te dire, il y a quasiment 70% des tableaux cliniques dans l'épaule dans lesquels on ne peut pas moduler les symptômes. Donc il y a quand même un gros mythe par rapport à ça. T'as mal à l'épaule, je vais te moduler les symptômes. J'ai envie de dire aux gens, avant de moduler les symptômes, pose un diagnostic, une classification pour savoir si dans ce tableau clinique-là, tu vas pouvoir moduler les symptômes. Dans les tableaux cliniques dans lesquels on peut moduler les symptômes, on a des douleurs sous-acromiales de coiffe. Là, on peut moduler les symptômes, comme tu l'as dit, serrer le poing, le bras de levier, il y a autre chose, mais c'est assez intéressant. Sur le rachis cervical, tu peux moduler les symptômes. Sur des douleurs acromioclaviculaires, tu peux aussi moduler les symptômes. Donc globalement, on a 3 gros tableaux cliniques sur lesquels on peut moduler les symptômes. Mais ce que j'insiste surtout, c'est que on peut quand même traiter ces tableaux-là sans moduler les symptômes. La modulation de symptômes, c'est pas un traitement en soi. C'est tout à l'heure on parlait de croyance. Ton patient qui vient parce que je sais pas, il a une rupture de coiffe, on lui dit que c'était ça qui lui faisait mal. T'actives sa coiffe, derrière tu vois que c'est mieux. Si tu places une bonne communication, ton patient, tu dois commencer à lui faire modifier cette croyance-là. Parce qu'il va mieux, il a récupéré de l'amplitude. Donc, est-ce qu'on peut réparer en tendon en 2 secondes? Là, tu vois, tu commences à faire un cheminement chez ton patient par rapport à ça. Donc, ça permet de modifier les croyances. Ça permet aussi d'orienter un peu le diagnostic. Si ton patient s'améliore avec du rachis cervical, c'est que c'est peut-être pas une coiffe, c'est peut-être un rachis cervical. Et troisième point, forcément, ça rassure le patient, t'augmente son sentiment d'auto-efficacité parce qu'en fait, il a quelque chose qu'il peut mettre en place rapidement sur lequel il va avoir des résultats assez rapidement. Donc, il y a beaucoup de points positifs par rapport à ça, sauf que on a eu l'impression à une époque que tout le monde faisait ça sur dès que tu as mal à l'épaule, on essaye de moduler les symptômes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce que j'en fais après? Comment j'autonomise le patient? Est-ce que le patient, il fait juste au cabinet, ça va mieux, tu le revois 3 jours après, c'est revenu pareil. Donc il y a tout plein de paramètres à respecter sur quoi faire après pour que justement cette modulation de symptômes tienne dans le temps. Donc un peu surcoté par rapport à ça, un peu surcoté sur le fait que je module les symptômes de tout le monde. Donc il faut revenir à des choses un peu plus cohérentes, peut-être avec un peu plus de raisonnement clinique et se dire, si j'ai le tableau clinique qui correspond à une modulation de symptômes, je peux le faire, mais si j'y arrive pas, aucun souci avec ça, je peux quand même traiter ce tableau clinique, quoi. Ouais, personnellement, moi, je me suis formé avec Jo Gibson il y a quelques années maintenant, et elle utilise énormément cette modification de symptômes que je trouve très pertinente. Mais c'est vrai que quand je me suis formé avec elle, je jurais que par ça. Et du coup, ben, quand ça fonctionnait pas avec le patient, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? J'ai essayé de faire la modulation de symptômes, ça fonctionne pas, il y a rien qui arrive à vraiment moduler. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui arrive, c'est quand on voit qu'à travers un curseur, après on est démuni quand ça fonctionne pas, quoi. Ouais, puis ça va dépendre comment tu présentes ça à ton patient. S'il a mal à l'épaule et tu lui dis, bon écoutez, on va trouver quelque chose aujourd'hui qui va vous soulager, t'es mal barré si tu n'y arrives pas, quoi. Donc
Il faut vraiment présenter ça de manière, voilà, on va essayer de trouver, vu le tableau clinique, donc ça passe toujours par un bilan, par un examen clinique et en tout cas un diagnostic qui classifie un peu ton patient. Dans ce tableau clinique-là, on peut moduler les symptômes et on va essayer de trouver une stratégie aujourd'hui qui va essayer de vous aider. Pardon. Et si ça marche pas, aucun souci avec ça, on peut traiter. Ouais, c'est bien que tu rappelles que au final, la modulation de symptômes n'est qu'un outil, mais au final, si on ne trouve pas de modulation de symptômes, c'est pas d'office grave. Et j'ai pu le croire à un temps où je me disais, oh, si j'arrive pas à moduler les symptômes de mon patient, c'est sûrement que son problème d'épaule est plus grave que ce que je pense. Alors que, en fait, comme tu le dis si bien, ça veut rien dire en fait à ce niveau-là, et qu'il existe toujours d'autres moyens pour au final arriver à soulager nos patients, et qu'il ne faut pas s'affoler au final que nos procédures de modification des symptômes ne fonctionnent pas tout simplement parce que, comme tu l'as dit, ça peut correspondre à un certain pourcentage de patients, mais certainement pas la majorité. Et donc, voilà. Moi, je dis toujours, quand la modulation fonctionne, c'est bingo. Si elle ne fonctionne pas, il faut essayer de trouver autre chose et peut-être un autre axe de travail, tout simplement. Là, je vois l'heure qui file un petit peu et je sais que tu as des patients après. Donc, j'aimerais bien juste, avant de terminer ce podcast, ou plutôt pour terminer ce podcast, ou en tout cas cet épisode de podcast, euh, que tu nous racontes peut-être un cas clinique. J'adore poser cette question à la fin parce que je trouve que c'est toujours très formateur de parler des cas cliniques marquants. Et donc, comme je viens de le dire, c'est un cas clinique qui serait du coup marquant de par l'histoire du patient, de par le diagnostic qui a été posé qui correspondait peut-être pas à ce qu'on attendait au départ, de par la prise en charge qui a été mise en place. Bref, est-ce que tu aurais un cas clinique comme ça à nous partager, là, comme ça? Si tu n'en as pas, c'est pas très grave, mais voilà, en tout cas, quelque chose qui t'a laissé une leçon, peut-être, que ce soit thérapeutique ou une leçon de vie. En fait, j'ai eu une patiente, ça a duré pendant quasiment 2 ans son traitement, donc ce qui est assez long en termes de rééducation. Et c'est une patiente qui avait un parcours de soins atypique et en fait, ça a fini en prothèse d'épaule inversée à 42 ans. Donc ce qui est vraiment très, très, très rare. Et ce parcours de soins, il est assez intéressant parce qu'il y a eu des erreurs au niveau médical qui ont été reconnues. Donc ça, c'est plutôt rare. On a une patiente qui était d'une résilience extraordinaire, qui aurait pu s'effondrer, elle est en arrêt de travail, elle aurait pu tomber en dépression, enfin tout ce qui va avec. Et elle a été toujours courageuse, bienveillante. En gros, pour faire simple, c'est une patiente qui m'a été adressée, qui était déjà en kiné, mais ça n'avançait plus. Donc moi maintenant, j'ai beaucoup de patients de seconde main, entre guillemets, c'est-à-dire quand ça marche plus, bah, allez voir Monsieur Delos. Et en fait, elle vient me voir, elle a été opérée de l'épaule, elle a eu un bancarde postérieur. Donc, un bancarde postérieur, c'est une réparation du labrum autour de la gléno-humérale, et elle a eu des encres par rapport à ça, parce qu'elle était tombée sur son épaule et ça avait abîmé cette zone-là. Donc, elle a été opérée, et malheureusement, derrière, ça se transforme en capsulite rétractile. Femme, 45 ans, et à l'époque, on ne savait pas, mais elle est en train de développer une spondylarthrite ankylosante, donc facteur pro-inflammatoire. Donc ça se transforme en capsulite. Moi, je la récupère en phase chaude, elle vient de se faire infiltrer, donc ça allait mieux. Et moi, tout jeune, tout pimpant, bon, bah, c'est bon, la kiné, ça va marcher, on y va, go, go, go. La patiente, elle suit bien le traitement, ok. Ça s'améliore. Et puis, on arrive à une espèce de plateau, mais pas un plateau genre je sens que ça bloque un peu là-haut. C'était vraiment un plateau au-dessus de 90 degrés. Ça n'avançait pas. C'était dur, dur, dur. Et elle commençait à de nouveau avoir mal, plus, plus, plus. Et plus on forçait, plus elle avait mal. Je me suis dit, bon, bizarre. Elle passe une imagerie et elle passe une radio. Et à la radio, on commence à voir une omarthrose excentrée, c'est-à-dire que la tête humérale commence à monter vers le haut. Elle avait quasiment plus d'espace. Encore un peu, mais pas beaucoup. Putain, c'est bizarre. 45 ans. euh, Elle avait une épaule d'une dame de 70 ans, quoi. Je lui dis, ok, c'est bizarre. Donc je lui dis, bah écoutez, ce qu'on va faire, pas de souci, devait revoir le chirurgien. Je dis, bah allez revoir le chirurgien, voir ce qu'on peut essayer de mettre en place. Et le chirurgien lui dit, bah effectivement, je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, quand j'ai fait le bancard, j'ai serré un peu trop. J'ai serré un peu trop la partie postérieure. Bah du coup, bah quand tu serres un peu trop, bah la tête humérale elle part, elle s'ascensionne un peu trop vers le haut et vers l'avant, ce qui a priori a favorisé l'omarthrose excentrée. C'est là où je te dis que c'est plutôt un tableau clinique intéressant parce que le chirurgien, euh,
à vous, entre guillemets, en se disant, bah, c'est peut-être moi qui ai un peu trop serré lors de cette opération. Donc, ce que je vous propose, il a reconnu ses torts. En tout cas, il se dit, ça peut être ça. Ce que je vous propose, c'est de retirer les fils que j'ai mis derrière pour redonner un petit peu plus de mobilité. Donc, cette dame-là se fait réopérer une deuxième fois. Euh, un peu d'immobilisation, mais pas beaucoup, et elle revient me voir. Et là, effectivement, on commence à retrouver plus de mobilité. Je me dis, bon, bah, super, c'est cool, ça avance bien. Donc, on récupère de la mobilité, mais au bout de 3 mois, de nouveau, on réatteint un plateau, certes plus haut, mais qui n'est pas non plus satisfaisant parce que cette dame-là a 40, 45 ans, il faut qu'elle puisse retravailler, enfin, retrouver de la fonction, du sport ou autre. Et là, elle repasse de nouveau une imagerie et la tête humérale, elle est complètement ascensionnée. Donc, en fait, on arrive au constat où en fait, bah, la kiné, malheureusement, ne peut plus l'aider en termes de gain d'amplitude parce qu'on est en train d'arriver à un blocage, on va dire, articulaire. Et en plus, il y avait une spondylarthrite qui était en train d'être diagnostiquée. Donc, plus on forçait, plus ça flambait. Donc, c'était un peu compliqué. Elle est retournée voir le chirurgien qui lui dit bah, effectivement, omarthrose excentrée, deux possibilités. Soit on se dit qu'on reste comme ça, et là la patiente n'était pas trop OK, elle n'était pas dans cette dynamique-là. Soit on se dit bah, on tente la prothèse d'épaule dite inversée. La problématique d'une prothèse d'épaule dite inversée à cet âge-là, c'est combien de temps la prothèse va pouvoir tenir dans un bon état. Enfin, il y a tout plein de choses qui se mélangent. Et là, avec la patiente, elle a vu plusieurs fois le chirurgien pour en discuter. Il y a eu des staffs qui se sont réunis, on en a beaucoup parlé. Et elle a pris la décision, après des informations, consentement éclairé, elle a eu toutes les informations nécessaires. Elle s'est dit, bah écoutez, je vais le faire, je vais le tenter. De toute façon, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'arrive à trouver une solution par rapport à ça. Donc, elle a eu une prothèse d'épaule inversée. Ça a été fait par planification. En gros, ça a été fait par imagerie 3D pour que la prothèse d'épaule soit la plus spécifique à l'anatomie de son épaule. Et du coup, on s'est retrouvé à 1 an après la première consultation que j'ai faite avec elle, à rééduquer une prothèse d'épaule inversée à 40, 46 ans, 45, 46 ans. Et là, je l'ai revue il y a peut-être 6 mois maintenant. Elle a retrouvé son travail, elle va bien, elle est contente. Donc ça évolue plutôt bien, favorablement, tu vois. Donc, une histoire assez longue. La force de ce parcours-là, c'est vraiment la patiente qui est vraiment qui est OK, qui est résilient, qui accepte cette situation. L'acceptation, c'est vraiment un phénomène qui est très important en termes de rééducation. Elle n'est pas dans le déni, elle n'est pas dans la non-acceptation, elle accepte les choses et elle était vraiment volontaire pour trouver des solutions pour aller mieux. Et le fait que le chirurgien se dise peut-être que c'est moi, et bah, ça a fait du bien à la patiente et participé au fait que la patiente puisse se reconstruire dans une nouvelle démarche que plutôt de dire bah non c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi on sait pas ce qui se passe et du coup on retombe tu vois dans une errance thérapeutique donc un parcours de soins long mais beaucoup de belles expériences comment dirais-je par rapport à ça quoi. Ok, bah écoute, merci du partage de ce cas clinique, c'est vraiment hyper intéressant, surtout que c'est pour le coup très atypique, une prothèse totale inversée chez une patiente qui a une quarantaine d'années, c'est quand même assez rare, enfin moi j'en ai jamais rencontré en pratique, peut-être dans la littérature, dans certains cas cliniques, mais certainement pas en tout cas dans ma pratique, donc ouais, c'est cool et c'est toujours intéressant de voir qu'effectivement, bah, parfois on n'est pas sur le bon chemin directement. Et comme tu l'as souligné, bah, la résilience de cette patiente, c'est vraiment impressionnant. Et donc voilà. En fait, il faut accepter que des fois, moi je dis à mes patients, là je me suis trompé, il faut accepter de se tromper. L'avantage, nous, en tant que kinésithérapeute, c'est que ça n'a pas souvent de grosses conséquences par rapport à d'autres professions. Donc il faut accepter qu'on s'est trompé, il faut accepter que des fois on se trompe de chemin, et le patient nous en voudra jamais de se tromper. Parce qu'en fait, si on se trompe, c'est qu'on a essayé des choses pour essayer d'améliorer le patient. Donc il faut vraiment être OK avec ça, d'accepter ces choses-là. Et généralement, quand le patient il sent qu'on met tous les moyens à notre disposition pour aider, généralement, on parlait d'alliance thérapeutique, c'est le meilleur moyen de créer une alliance thérapeutique. Donc, c'est pas grave de se tromper, mais il faut le reconnaître et pas tomber dans le déni en se disant c'est de votre faute si vous avez mal et c'est pas de ma faute parce que moi je suis sûr que ce que je mets en place marche. Non, on n'est pas si sûr que ça. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses dans lesquelles on est en échec. Il faut accepter l'échec, mais toujours apprendre des choses de ces échecs-là quand même. Bah voilà, c'est une façon incroyable de finir ce podcast. C'est une très belle façon de le conclure.
parce que je vois l'heure qui file et je sais que tu as des patients après et tu nous as déjà accordé pas mal de temps aujourd'hui et je te remercie. Voilà, j'en profite pour te remercier simplement de ta présence aujourd'hui. Moi, je te suis déjà depuis au final quelques années. Tu t'appelais même pas encore Je vous épaule sur les réseaux. Et donc voilà, je peux que souligner la qualité de ton contenu. C'est quand même assez rare de nos jours, je pense, sur Instagram. Enfin, il y a beaucoup de bons contenus, mais il y a aussi beaucoup de contenu un peu borderline. Et toi, je pense que tu fais vraiment partie, en tout cas à mes yeux, du contenu qualitatif qu'on peut retrouver sur les réseaux. Et Avec donc plaisir. voilà. Et je le répète, mais si vous avez envie de vous former en épaule, de devenir, on va dire, plus à l'aise dans tout ce qui est prise en charge qui gravite autour des problématiques d'épaule, franchement, n'hésitez pas. Je pense qu'aller se former avec Germain et Aziz, c'est vraiment une plus-value dans votre pratique. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être passé, d'avoir accordé ce temps pour venir partager un peu ton expérience et nous donner un petit peu des tips cliniques. C'est vraiment l'objet de ce podcast. Et donc voilà, ça m'a fait vraiment super plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et puis voilà, je te dis à très très vite, j'espère. Merci à Allez, toi, salut, ciao, merci de ciao. m'avoir invité. À bientôt. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.